Dans cette vidéo, je vais expliquer comment j'ai fabriqué ce couteau. Fabriquer un couteau, c'est pas si compliqué. Faut surtout être patient. La fabrication sera séparée en 3 vidéos. La première partie étant la lame. Nous verrons ensuite dans 2 autres vidéos la fabrication du manche et la réalisation de l'aiguisage. Dans un premier temps, pour fabriquer le couteau, je fais un patron et je le reprends sur l'acier. Ici, c'est l'inox X50 CRMOV15. En bref, c'est de l'inox de coutellerie. Et sa particularité est que je l'ai acheté normalisé. Ça aura son importance pour le traitement thermique. Ensuite, je découpe la première ébauche du couteau à l'aide d'une meuleuse. C'est pas nécessaire de couper au ras du tracé. Vaut mieux même laisser un peu de marge pour être plus précis par la suite. On a cet aspect-là. Donc c'est un aspect assez grossier vraiment. Et le but, ça va être de rattraper et surtout de peaufiner la forme de la lame, puisque ici par exemple on voit que c'est droit encore ici, surtout que on n'a pas encore atteint les lignes qu'on voulait atteindre. Concernant justement la meuleuse, j'ai oublié de faire la vidéo, donc du coup j'ai fait une courte vidéo pour expliquer que j'ai fait ça à la meuleuse avec ce type de disque. Après avoir passé la meuleuse, du coup ici les passages sont beaucoup plus nets. Il reste encore du rattrapage à faire. On va le faire justement à la ponceuse à bande. Ici, c'est un arrondi que je vais vouloir faire. Celui-là, je vais le faire à la lime. Ce sera beaucoup plus simple, à la lime ronde. Et justement, la ponceuse à bande, ce qu'on pourra faire facilement, c'est faire en sorte que ici, ce soit plat sur toute la longueur et qu'il n'y ait pas de petites bosses, etc. Ça va permettre d'aplanir le tranchant. Tout en donnant en haut une petite courbure, on peut justement voir que le trait n'est pas totalement mangé. Et donc à la ponceuse à bande, ce sera plus facile de faire ça précisément. Après le travail à la lime, on obtient justement l'arrondi qu'on cherchait ici, qui sera beaucoup plus esthétique lors de l'utilisation. Maintenant, on va passer au tracé et à la découpe de l'émouture du couteau. Pour tracer mon émouture, j'utilise un pied à coulisse pour graver la hauteur de l'émouture. On peut aussi faire ça avec un compas. Le but est de tracer une ligne à la même distance du fil tout du long du couteau. Ici, j'ai choisi de le faire à 2 cm. Après, il ne reste plus qu'à colorier cette zone. Ici, on peut voir un ustensile que j'ai fabriqué. En fait, cet ustensile, c'est 2 plaques d'acier trempé. Et ici, c'est du 80 CRV2, soit le plus solide possible, qui vont servir en fait de guide lime. Donc en fait, c'est là-dessus que je vais prendre appui avec ma lime pour pouvoir finir l'émouture qui sera très proche du bord, et pour que ce soit le plus précis possible et qu'il y ait un bon rendu en termes de netteté. C'est important que les morceaux d'acier soient trempés, puisque s'ils ne sont pas trempés, en fait, ils vont être plus mous, si je puis dire, que les limes. Et donc les limes risquent d'attaquer en fait cet acier-là et vont du coup empêcher que le guide soit efficace, parce qu'en fait, vu que le guide va être mangé par la lime, il va se décaler en termes de distance, et donc ce sera plus aussi net que prévu. Et ici, du coup, 2 fixations pour que ça tienne bien au couteau. De la même manière, je trace le centre de la lame avec un pied à coulisse. Pour faire l'émouture, j'utilise d'abord une meuleuse, puis ensuite j'utilise une ponceuse à bande. La prochaine étape est le traitement thermique, mais avant ça, il faut faire un léger polissage pour retirer les grosses rayures causées par la meuleuse et la ponceuse et percer les trous qui accueilleront le rivet. Si ces rayures sont laissées, elles seront trempées et plus compliquées à enlever par la suite. Pour ce léger polissage, j'utilise simplement la meuleuse avec un disque spécial qui va enlever en fait beaucoup moins de matière qu'un disque normal. Je pourrais très bien faire les trous du manche après la trempe, mais même si le manche n'est pas censé être trempé, lors de la trempe, il y a un risque qu'il durcisse. Dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus compliqué de faire les trous après la trempe qu'avant. Dans le doute, vaut mieux les faire avant. Concernant le traitement thermique, je vais profiter de ces belles images pour détailler un petit peu le traitement thermique, tout du moins ce que j'en sais. L'acier que j'ai choisi est un acier normalisé. Cela signifie qu'il est dépourvu de tout traitement thermique. Par défaut, lorsqu'on ne sait pas si l'acier qu'on a choisi est trempé ou non, le mieux est de le normaliser pour ensuite le travailler. Lorsqu'on l'achète, normalement, c'est indiqué. Dans le cas contraire, l'acier peut se révéler très dur à usiner et le traitement thermique risque d'être mauvais, car pour traiter un acier, vaut mieux partir d'une base normalisée. Pour normaliser un acier, il faut faire un recuit de normalisation. C'est une étape assez délicate lorsqu'on n'a pas de four équipé de thermostat. Cela reste donc beaucoup plus simple d'acheter une barre d'acier normalisé dont on connaît déjà la nuance et donc la température de trempe et de revenu. Je parlerai du revenu, qui est une étape du traitement thermique, un peu plus tard. Maintenant, tremper l'acier. En fin de compte, ce n'est pas si compliqué. Il suffit de chauffer l'acier à la bonne température, puis de le refroidir brutalement. L'important est de le chauffer suffisamment et de ne pas le refroidir trop vite. Puisque je ne dispose pas de thermomètre pouvant aller au-delà de 1000 degrés Celsius, le contraire aurait été isolant, je vérifie la température de l'acier à l'aide d'un aimant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais lorsque l'acier atteint la température de trempe, il devient amagnétique, c'est-à-dire qu'il ne réagit plus à un aimant.
À noter qu'il ne s'agit pas de la méthode la plus fiable, mais de la méthode la plus abordable. Concernant l'huile, elle ne doit pas être à température ambiante. Cela pourrait être trop froid et provoquer un choc thermique cassant purement et simplement la lame. Pour la réchauffer, je fais simplement chauffer un morceau d'acier lambda que je trempe ensuite dans l'huile. Maintenant, en pratique, pour chauffer la lame, j'utilise un désherbeur thermique, c'est plus puissant que ça en a l'air, un four en béton réfractaire fait maison et du bois, à défaut d'utiliser du charbon. Alors là, le bruit de friteuse qu'on entend, c'est bien le couteau qui est rentré dans l'huile. A noter qu'à cette température-là, il ne faut pas être surpris si l'huile prend feu. Après avoir trempé la lame, il faut lui faire son revenu. Cela va consister à chauffer longtemps mais doucement l'acier. Le but du revenu va être d'assouplir l'acier. En sortie de trempe, l'acier est très dur, mais aussi très fragile. Tomber sur du carrelage pourrait suffire à le casser. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas dur, simplement qu'il ne tolère quasiment aucune déformation. Au même titre que le verre est dur, la moindre déformation le casse. Dans les faits, effectuer un revenu est beaucoup plus simple que la trempe. Dans la plupart des cas, cela peut se faire avec un four de cuisine par exemple. Dans le cas de mon acier, la fiche technique préconisait 1 à 2 heures à 200 degrés pour obtenir une dureté de 57 HRC. Le traitement thermique terminé, je polis de nouveau la lame, mais cette fois-ci jusqu'au grain voulu, à savoir le grain 800 dans mon cas. Mais rien ne m'empêcherait d'aller au-delà, c'est juste une question d'esthétique. Pour polir, il n'y a pas de règle précise, juste des méthodes différentes. Celle que l'on m'a appris est de croiser les grains. C'est-à-dire que je polis avec un premier grain dans un sens, jusqu'à ce que toutes les rayures aillent dans ce sens, puis lorsque je passe au grain supérieur, je polis perpendiculairement aux rayures précédentes, jusqu'à ce que toutes les rayures aillent dans ce sens, et ainsi de suite avec tous les grains. En faisant ça, je m'assure que toute la lame a le même niveau de polissage. C'est une tâche fastidieuse qui peut prendre plusieurs heures. Le point rassurant, c'est que plus on monte en grain, moins on passe de temps par type de grain. On obtient un couteau avec ce genre de reflet. Là, c'est au grain 800. Ça donne à peu près ça. C'est correct, même. Et du coup, pour le protéger, on va mettre du scotch de peintre, toujours. Pour éviter que lorsqu'on travaille sur le manche, eh bien, on soit embêté et qu'on risque d'abîmer tout le polissage qu'on vient de faire.